21 novembre 1950, une section de la 7e division américaine entra à Yonsan-jin, sur la frontière sino-coréenne. Les troupes américaines contemplaient pour la première fois les pics gelés de la Mandchourie de l'autre côté du fleuve Yalu. La guerre de Corée durait depuis 5 mois. Les Nations Unies allaient remporter la victoire. Les soldats savaient qu'ils auraient regagné leur foyer à temps pour y déguster la dinde de Noël. Tout près d'eux, dans la région du réservoir de Chosin, 2 régiments de la première division de Marines se préparaient pour l'assaut final. L'armée chinoise ne se manifestait pas. Elle se contentait d'essayer de rassembler les vestiges d'une armée nord-coréenne moribonde. Soudain, avec la violence d'un raz-de-marée, des milliers de soldats chinois déferlèrent des collines à l'assaut du camp endormi. Derrière, les routes étaient coupées. Devant, les monts gelés constituaient un nouvel ennemi. Pour les Américains pris au piège, ce fut le début d'un cauchemar. Les lauriers de la victoire lui échappant, Douglas MacArthur la qualifia de guerre entièrement nouvelle. Printemps 1950. Aux États-Unis, la vie est aussi prospère que possible. 5 années de paix ont émoussé les souvenirs des horreurs de la guerre. En d'autres points du globe, les troubles ont repris. En Chine, le général Chiang Kai-shek est exilé à Formose par les communistes. En Indochine, le Viet Minh pro-communiste est en guerre avec la France. En Amérique, le communisme est aussi au cœur de l'actualité. Le sénateur Joseph McCarthy a la réputation douteuse de grand dénonciateur du complot communiste. L'administration Truman en entier est atteinte par le virus rouge. En dépit des mouvements en faveur d'une démobilisation générale, l'Amérique est obligée de maintenir sa présence en Europe. Les États membres de l'OTAN craignent la puissance de leurs voisins soviétiques. En Extrême-Orient, les États-Unis garantissent la sécurité des Philippines et de Formose. En Corée du Sud, sous la menace permanente d'une invasion par la Corée du Nord, on a engagé des escarmouches sur la frontière. Dans cette atmosphère, ce beau matin du 15 juin 1950, la Corée explosa. L'Amérique était à nouveau en guerre. Nous remporterons cette inévitable victoire. Que Dieu nous vienne en aide. La Seconde Guerre mondiale, ces heures de tristesse, ces moments de joie. Durant 3 années et demie, une nation avait combattu avec bravoure pour la liberté. Délivrée de la peine et de l'angoisse, l'Amérique se dressait, plus puissante et plus unie que jamais dans son histoire. Les rêves longuement caressés devenaient enfin réalité. Les promesses enfin tenues. L'Amérique se tournait vers le futur, confiante et sereine. Une époque d'euphorie. Après leur défaite face aux Alliés, l'armée japonaise était rapidement démobilisée. Son matériel de guerre entièrement détruit. Après la reddition en baie de Tokyo, le général Douglas MacArthur resta au Japon, à la tête des troupes d'occupation américaines et pour guider la réhabilitation du Japon d'après-guerre. La démocratie fut introduite. Le droit de vote instauré. Curieusement, MacArthur devint bientôt un père bien-aimé aux yeux de ceux qui l'avaient conquis.
Dans sa hâte à être démobilisée, l'armée américaine traversait des temps difficiles. À bout de force, inadaptés, ces travailleurs du dimanche avaient du mal à trouver leur place dans le monde survolté de l'après-guerre. En Europe, la position des Soviétiques était différente. La possession de la bombe atomique par les Américains était un avantage qui diminuait. La Russie soviétique était sur le point d'acquérir sa propre force nucléaire. Malgré la fermeté avec laquelle MacArthur dirigeait le Japon, ses troupes d'occupation manquaient tristement d'efficacité. Sans qualification, énergie ni motivation, les soldats ne constituaient guère plus qu'une force de police déployée pour éviter une résurgence d'un militarisme nippon. À la fin des années 40, Washington croyait toujours que sa ligne de défense se situait en Europe. Mais dans un autre point du globe, en Extrême-Orient, la pression montait. La Corée, une péninsule montagneuse de 800 km de long au sud de la Mandchourie. Depuis toujours la route d'invasion au cours de fréquents conflits entre la Russie, la Chine et le Japon. Au cours de son histoire troublée, cette petite nation était, comme le dit un vieux proverbe coréen, comme une crevette au milieu d'une bataille de baleines. Sous contrôle japonais, elle avait servi à la conférence de Potsdam de 1945 comme appât pour attirer la Russie dans la guerre du Pacifique. L'armée de Staline avait subi d'effroyables pertes durant ces 4 années de guerre avec l'Allemagne hitlérienne. La victoire soviétique à Stalingrad avait précédé une poursuite irrésistible jusqu'au cœur de Berlin. En août 1945, comme convenu, les troupes soviétiques occupèrent le nord de la Corée. Soudain, la guerre fut finie. L'armée américaine occupa le sud du pays. On choisit le 38e parallèle comme ligne de séparation entre les deux Corées. Comptant faire de la moitié nord industrielle un État satellite, les Russes choisirent le communiste Kim Il-sung pour diriger le gouvernement. Le docteur Syngman Rhee, combattant depuis longtemps pour l'indépendance, était le candidat de l'Amérique pour diriger le sud rural. Mars 1948. Sous le contrôle des Nations Unies, des élections eurent lieu en Corée du Sud. Les communistes refusèrent qu'il en fût de même au nord. À l'automne de la même année, les États-Unis ainsi que les Soviétiques convinrent de retirer leurs forces. Chaque nation laissa des conseillers militaires dans son secteur d'influence. Les superpuissances parties, les tensions montèrent. Syngman Rhee, comme Kim Il-sung, avaient chacun des vues sur le territoire de l'autre. La guerre civile chinoise, se terminant par une victoire des communistes sur les nationalistes de Chiang Kai-shek, alourdissait la menace du Nord sur le Sud. Cependant, Washington ne considérait la Corée du Sud que comme un enjeu diplomatique de faible importance, un endroit juste bon à servir de refuge aux mécontents. Un pays qui, pour les militaires américains, ne présentait qu'un intérêt stratégique médiocre. Dimanche 25 juin 1950. Tout commença par un tir de barrage d'une rare intensité, déclenché par l'artillerie nord-coréenne tout au long du 38e parallèle. Les tanks traversèrent la frontière. L'infanterie suivit. Les unités frontalières sud-coréennes, dont beaucoup de soldats étaient en permission pour la cueillette du riz, furent rapidement débordées. 90 000 soldats nord-coréens, entraînés par les Russes, s'enfoncèrent vers le sud. Un régiment de la République de Corée fut massacré par 2 divisions de la République populaire. Pour empêcher que la Corée du Sud ne soit écrasée par les armées de Kim Il-sung, le président Truman revint précipitamment de sa maison du Missouri. Le jour même, dans la soirée, il convoquait une session extraordinaire du Conseil de sécurité. Dans la soirée, le Conseil de sécurité des Nations Unies demanda la fin des hostilités et le retrait de toutes les forces nord-coréennes de la partie sud.
La situation militaire du Sud s'aggrava. Truman demanda au général MacArthur de fournir un soutien naval et aérien aux armées du Sud, ainsi que d'attaquer les colonnes communistes. 27 juin. Par une seconde résolution, l'ONU demanda à tous ses membres de fournir toute assistance nécessaire pour repousser l'attaque du Nord. Pendant que les envahisseurs poursuivent leur route vers Séoul, la capitale du Sud, MacArthur vient à leur secours. Truman et ses conseillers se réunissent afin d'envisager l'engagement des forces des Nations Unies. Après moins de 5 années de paix, l'Amérique se trouvait à nouveau au bord de la guerre. La guerre avait à peine 72 heures que les armées du Nord encerclaient déjà Séoul. La capitale était dans la tourmente. Le président Ri avait quitté Séoul pour Daejeon, à 150 km au sud. Les habitants cédaient à la panique. Les réfugiés s'entassaient sur les routes. Les soldats quittèrent la capitale en hâte. La retraite sud-coréenne prit des allures de fuite. Le 28 juin à l'aube, un pont encombré de fuyards est détruit sur le fleuve Han. Des centaines de victimes périrent dans la tragédie. L'implication américaine dans le conflit s'amplifia dans l'heure. Des éléments de la 7e flotte américaine, déplacés des Philippines vers les côtes coréennes, fournissent un support aérien à l'armée en déroute. D'autres unités de la flotte commencèrent à patrouiller entre la Chine et Formose, de façon à éviter que les forces de Chiang Kai-shek ne rencontrent les communistes du continent. Avec l'accord du président Truman, MacArthur engagea les forces aériennes d'Extrême-Orient dans la bataille. Dans une gigantesque démonstration de force, les bombardiers lâchèrent des tonnes de bombes sur Kumsung, infligeant de lourdes pertes au nord. Pour la première fois, des cibles nord-coréennes s'inscrivaient dans le viseur d'un bombardier américain. À la base aérienne d'Igozoki au Japon, les chasseurs américains décollèrent pour mitrailler les colonnes ennemies affluant vers Séoul. Quand le premier chasseur Yak de fabrication soviétique fut abattu, Truman était aux anges. Il déclara « J'espère que ce ne sera pas le dernier ». Quand Séoul tomba aux mains du Nord, MacArthur se rendit sur place pour se rendre compte. Aux yeux du général, le seul moyen de juger d'un combat, c'est de le voir soi-même. Il regarda les habitants sur les routes de l'Exode. Au vu des sinistres comptes rendus, le président Truman décida d'accroître la pression sur l'agresseur communiste. Il ordonna aux forces terrestres américaines de défendre les intérêts américains. Quelques jours plus tard, l'utilisation de l'armée de l'air fut également autorisée. La majorité du Congrès soutint l'action du président. Seules quelques voix s'élevèrent contre. Le sénateur républicain Robert A. Tate accusa la participation de l'Amérique au conflit de n'être que le fruit d'une politique étrangère hasardeuse et inconsistante. Tate accusa Truman de bafouer l'autorité constitutionnelle du Congrès en décidant d'envoyer les troupes américaines au combat. Mais maintenant, MacArthur avait ses troupes. Le 2 juillet 1950, un bataillon de la 24e division du 21e régiment décolla du Japon. Commandée par le lieutenant-colonel Brad Smith, cette première troupe américaine d'assaut se posa sur l'aéroport de Pusan. Appelé groupe d'action Smith, sa tâche était de contenir l'avance de l'armée ennemie. On espérait que les restes épars de l'armée sud-coréenne rejoindraient ses rangs. Mais le colonel Smith, accueilli par la population, réalisa que les Sud-Coréens étaient mal préparés à la guerre. Accompagné par une artillerie locale, voyageant par train et par camion, le groupe d'action Smith s'approcha des lignes ennemies, au sud de Séoul. Le 5 juillet,
Elle prend position sur des collines et observe l'avance de l'armée ennemie. Les hommes de Smith s'attaquèrent à cet ennemi 10 fois supérieur en nombre. Le combat acharné dura plusieurs heures. Les tanks ennemis et l'insuffisance de munitions contraignirent les forces américaines, largement surpassées en nombre, à faire retraite. Au cours de ce matin radieux du début juillet, un mitrailleur du groupe d'action Smith, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, devenait le premier soldat américain tombé au combat en Corée. L'attaque suicide pour retenir l'avancée nord-coréenne avait échoué. Les raids aériens contre l'ennemi s'intensifièrent. Mais les cartes aériennes dressées par les Japonais 20 ans plus tôt se révélèrent souvent erronées. Elles entraînèrent des drames. Des milliers de civils sud-coréens, ainsi que des militaires des forces des Nations Unies, tombèrent sous les balles de ces assauts mal dirigés. Le 7 juillet, une nouvelle résolution du Conseil de sécurité demanda à ce que les actions militaires en Corée fassent l'objet d'un commandement unique. Le jour suivant, à leur demande, le président Truman annonça la nomination du général Douglas MacArthur au poste de commandant en chef des forces de l'ONU. Le président Lee plaça tous les soldats de son armée sous les ordres du nouveau commandant en chef. La situation militaire empirait d'heure en heure. MacArthur réclamait des armées supplémentaires. Une partie de la 24e et de la 25e division américaine arrivèrent du Japon. La plupart étaient mal préparés pour le combat, et cependant, on les envoya sur le front pour affronter le raz-de-marée ennemi. Le 13 juillet, le lieutenant-général Walton H. Walker, un général coriace héros de la Seconde Guerre mondiale, prit le commandement de toutes les forces des Nations Unies en Corée. Elles reçurent le nom de 8e armée. Alors que les troupes communistes s'approchaient dangereusement de la place forte de Daejeon, Walker ordonna à ses hommes de tenir. Les renforts arrivent. La question qui se posait, arriverait-il à temps? On était à la mi-juillet. Dans tout le pays, l'offensive nord-coréenne bousculait et renversait rapidement les lignes américaines. Jour après jour, la frange de terrain tenue par la 8e armée s'amenuisait davantage. Quand les renforts arrivèrent, on les précipita au front. La 24e division américaine prit position le long du fleuve Kum au nord de Daejeon. La 25e monta plus à l'est. Le 1er régiment de cavalerie se cantonna au nord de Pohang-dong. Sur sa base de Californie, une brigade de la 1re division de Marines fit sa dernière parade avant de s'embarquer pour la zone des combats. Connue sous le nom de 1re brigade de Marines de réserve, elle était placée sous le commandement du général de brigade Edward Craig. Une grande partie du matériel de la brigade avait été mis au rencard. Avec la 5e batterie de Marines, elle était prête à reprendre du service en Asie. Début juillet, les Marines quittèrent leur patrie, s'embarquèrent à destination du Japon. À mi-chemin entre Séoul et Busan, la 24e division sous le commandement du général William F. Dean subit une attaque violente au nord de Daejeon. Forcés de se retirer de l'autre côté du fleuve Kum, de se replier en ville et de faire sauter le pont derrière eux. À l'intérieur de Daejeon, la 24e attendait que leurs poursuivants se montrent. Pendant 3 jours, ils luttèrent férocement, offrant la résistance la plus sérieuse que les communistes n'avaient encore jamais rencontrée.
Le général Dean était au cœur de l'action. Submergé par un ennemi plus nombreux, la 24e dut lâcher du terrain. Le 20 juillet, Taejon tomba. Coupé de ses troupes, Dean fut capturé après 35 jours de poursuite dans la région. Aux États-Unis, reconnaissant les besoins croissants qu'entraînait la guerre, le président Truman obtint du Congrès une enveloppe sans précédent de 10 milliards de dollars afin de poursuivre l'action de police entreprise par les Nations Unies en Asie. De surcroît, le Pentagone fut autorisé à lever une armée supplémentaire de 3 millions d'hommes. En Corée, sous la poussée accrue de l'ennemi, le général Walker décida de faire reculer ses lignes afin de réduire le front, regroupant ses forces dans un périmètre autour de Pusan. Suivant grossièrement le fleuve Nakhtong, il s'étendait maintenant en quart de cercle du sud-ouest au nord-est, tenant les deux côtes dans un rayon de 30 km autour de Pusan. Alors que le front n'en finissait pas de reculer, la première brigade de Marines arrivée au Japon faisait route vers la Corée pour enrayer l'invasion. Vers la fin juillet, Walker avait massé ses troupes le long de la rive sud du fleuve Nakhtong. L'effort des communistes se porta sur la ville de Chingju au sud-ouest. Chingju se trouvait à moins de 90 km de Pusan. Qu'elle tombe et tout le dispositif allié s'effondrait. Walker escorta ses troupes. Il n'y aura plus de retraite, leur déclara-t-il. Il n'y aura pas de Dunkerque. Nous ne reculerons plus. Nous emporterons la victoire. Pour les soldats américains, le message était clair. Tenir ou mourir. Pour détruire la menace sur Chingju, la 25e division commandée par le général King se précipita au sud-ouest pour soutenir la 24e. Le 7 août, la date anniversaire du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale des Marines à Guadalcanal, le soutien de 6 000 Marines de la première brigade de réserve mit rapidement fin au combat pour Chingju. Réunis au sein des troupes de King, ils allèrent à la rencontre de la puissante 6e division nord-coréenne. Après sa première victoire du conflit, la 8e armée réussit à s'emparer des villages de Kusan et de Sachan. C'est au cours de ces opérations qu'on utilisa pour la première fois dans l'histoire les hélicoptères pour évacuer les blessés. Ce fut également la première fois que des bombardiers lâchèrent du napalm pour soutenir les actions au sol. Avant que les Marines ne puissent exploiter leurs résultats, l'ennemi installa de dangereuses batteries d'artillerie sur la rive nord du Nakhtong. La place forte de Taeju fut fortement menacée. Walker ordonna à la brigade de Marines d'éventrer cette ligne. Au cours des opérations qui suivirent, les Marines durent se battre des jours durant pour s'emparer d'innombrables collines. À un endroit dénommé la butte sans nom, les hommes de la brigade subirent de lourdes pertes pour s'emparer des hauteurs. Le 17 août, les armées nord-coréennes essayèrent à nouveau de franchir le Nakhtong. Ils furent décimés par un violent raid aérien. Sur le flanc oriental du périmètre, les troupes du Sud furent chassées de Pohang. Certaines unités américaines durent être évacuées par mer. Les avions des Nations Unies furent également contraints d'abandonner la place. Après 5 jours de combats acharnés pour la possession de l'aérodrome, les armées nord-coréennes étaient finalement repoussées. Au même moment, une violente offensive ennemie sur Taeju fut contenue grâce à une intervention massive de l'aviation. Le 31 août, les Nord-Coréens déployèrent une gigantesque offensive le long du Nakhtong.
Pohang Dong tomba pour la seconde fois. Les troupes des Nations Unies durent se replier sur la place forte de Taiju. En l'espace d'une semaine, la 8e armée se trouva engagée dans un de ces combats les plus durs du conflit. Les troupes de Walker tinrent bon. D'innombrables ennemis furent abattus en traversant le fleuve. À la mi-septembre, le convoi de matériel tant attendu arriva enfin. L'offensive nord-coréenne marqua une pause. Le périmètre avait tenu bon. Le pari des Nations Unies de céder du terrain pour gagner du temps avait réussi. La brigade de Marines exténuée fut relevée de son poste. Tous les Marines se rassemblèrent sur le port de Pusan afin de participer au nouveau coup de poker de MacArthur. Un pari qui allait terriblement influencer le cours de la guerre. Les lignes au sud désormais stabilisées, Douglas MacArthur proposa un plan audacieux qui, disait-il, mettrait vite fin à la guerre. Les lignes ennemies étaient maintenant dangereusement étendues. Leur ravitaillement reposait sur des routes peu sûres et sur le nœud ferroviaire de Séoul au centre-ouest de la péninsule. Le plan de MacArthur: débarquer les troupes amphibies à Incheon, à l'est de Séoul, encercler la capitale et couper les convois de ravitaillement ennemis. Des unités de la 8e armée feraient une sortie au sud. Les Nord-Coréens seraient pris entre deux feux. Ce serait la fin de la guerre. Le plan avait ses faiblesses. Le port d'Incheon était composé de 2 canaux étroits. À marée basse, leur profondeur tombait à 10 mètres en 1 heure. Les barges risquaient de rester coincées dans la vase à marée basse. Comme l'a dit un humoriste, alignez un régiment de grenouilles et vous aurez Incheon. Peut-être encouragé par ses écrasants succès au cours de la Seconde Guerre mondiale, MacArthur insista. Personne ne voulut l'arrêter. Avec Incheon, la guerre était sur le point d'entrer dans une phase nouvelle et très controversée. En prévision du débarquement d'Incheon, le corps principal de la première division de Marines, reconstitué à la hâte, embarqua en Californie. Comme leurs frères de la première division de réserve, qui s'étaient brillamment distingués à Pusan, soldats de métier et réservistes partirent pour le Japon. Le général G. Lawton Collins de l'état-major de l'armée et l'amiral Sherman, dirigeant les opérations navales, arrivèrent à Tokyo pour discuter avec MacArthur du plan controversé. En privé, le commandant en chef des opérations se plaignit que Collins n'était pas tant venu pour discuter que pour combattre le projet. Collins proposa d'autres sites moins risqués pour le débarquement, mais MacArthur balaya toute objection. Pour débarquer derrière l'assaut des Marines, on choisit la 7e division d'infanterie du général David Barr, basée avec les troupes d'occupation au Japon. Le général de division Edward W. Arnold, chef d'état-major et confident de MacArthur, un officier brillant et impatient, fut choisi pour diriger les 20 000 hommes composant les forces de débarquement d'Incheon. À la mi-septembre, le corps expéditionnaire composé de la 7e division et du 1er régiment de Marines partirent du Japon. La brigade de Marines, qui revenait du périmètre de Pusan, les accompagnait également. Sur le périmètre de Pusan, la 8e armée du général Walker, amputée de la brigade de Marines, consolidait ses positions et se préparait à passer à l'offensive après le débarquement. On lança des raids aériens autour de la zone d'opération. L'île qui garde l'entrée du port d'Incheon fit l'objet d'un pilonnage d'une rare intensité. Au même moment, des chasseurs américains attaquaient l'aviation nord-coréenne. Toutes les cibles dans un périmètre de 150 km autour du port furent bombardées. Le site du débarquement fut également attaqué afin de tromper l'ennemi. Avant que l'aube du 15 septembre ne se lève, les canons de la marine commencèrent leur travail de mort.
Le tir de barrage fut d'une telle intensité que les bâtiments en tremblèrent sur leur base. L'heure de la marée impliquait un débarquement à l'aube. La pleine mer ne durait que 3 heures, au terme desquelles les bâtiments de soutien devraient se retirer. Les Marines devraient prendre position en attendant la seconde phase du débarquement en soirée. Le 3e bataillon de la 5e division de Marines, devant occuper l'île en face du port d'Inchon, atteignit son objectif à 6h33. Ils n'essuyèrent que des tirs sporadiques et inefficaces. À bord du navire amiral, le général MacArthur observa le début de l'invasion. Ayant atteint la plage, le 3e bataillon s'avança dans les terres. 6 chars amphibies les rejoignirent. MacArthur vit se lever le fanion de la victoire sur la butte. « Ça y est, dit-il, allons prendre un café. » À terre, les Marines suivaient leur objectif. L'ennemi défendait âprement ses positions. Dans certains cas, des défenseurs irréductibles durent être enterrés dans leurs casemates. Les Marines avaient le soutien de l'aviation. Chasseurs et bombardiers inondèrent les collines de napalm. Dans l'espace d'une heure, la moitié de l'île était aux mains des Marines. Le long goulet conduisant à Inchon fut bloqué afin d'éviter toute contre-offensive ennemie de prendre pied sur l'île. Les 800 Marines tenaient la place. La marée se retirant, les navires de soutien repartirent. Les Marines étaient désormais seuls. En fin d'après-midi, avec le retour de la marée, la 5e et la 1re division de Marines se dirigèrent vers Inchon. Sur certaines des barges étaient peints les mots « Police de Truman ». Le tir de barrage reprit, noyant la zone de débarquement sous un déluge d'acier. Dans les airs, les chasseurs survolaient Inchon, balayant également la ville de leurs rafales meurtrières. Un épais nuage de fumée s'éleva bientôt au-dessus de la ville. 2 bataillons du 5e régiment de Marines devaient débarquer à un point nommé Red Beach, une digue de pierre au nord-ouest de la ville. Au même moment, un autre bataillon devait prendre pied à Blue Beach, à 5 km au sud-est. Après le débarquement, le premier groupe devait pénétrer Inchon, tandis que l'autre l'envelopperait. Sur Red Beach, le 5e régiment atteignit la plage à 17h33, aussitôt mitraillé depuis des bunkers. Les Marines s'avancèrent pour débusquer les ennemis retranchés. Au sud, la situation était plus délicate, plusieurs unités ayant débarqué à un mauvais endroit. Les Marines débarqués au nord escaladèrent une digue haute de 5 mètres et entrèrent dans les faubourgs. Ils établirent rapidement une tête de pont sans rencontrer trop de résistance. À la fin de la journée, 13 000 hommes étaient à terre avec armes et équipements. Les pertes avaient été légères. Lorsque la mer se retira, certains navires se trouvèrent prisonniers d'une vase épaisse. Tous les points névralgiques d'Inchon étaient aux mains des Marines. Mais Séoul était toujours à 40 km de là. Des renforts ennemis arrivaient en hâte vers la tête de pont. Le 16 septembre, jour J+1, la 1re division de Marines sortit à l'ouest d'Inchon. On laissa les troupes coréennes nettoyer les dernières poches de résistance. Les renforts nord-coréens affluant pour enrayer l'invasion, une avance rapide vers Séoul était cruciale. Une escadrille d'avions de chasse corsaires décollèrent pour retarder l'ennemi. Des transports de troupes nord-coréens, fonçant vers Inchon, furent détruits par les corsaires. Le régiment de Marines avait 2 objectifs immédiats.
Le 5e régiment de Marines traversa la ville d'Ascom vers le terrain d'aviation de Kimpo. Le 1er régiment de Marines se dirigea à l'est vers Yongdungpo, un faubourg industriel sur la rive ouest du fleuve Han. Le premier jour de leur avance vers Séoul, les Marines gagnèrent 15 km. Au matin du second jour, une colonne de blindés et d'infanterie ennemie furent détruites au cours d'un affrontement violent. Plus tard dans la matinée, le général Douglas MacArthur descendit à terre féliciter le général Smith pour le succès du débarquement. Il inspecta personnellement le théâtre des opérations. Après avoir traversé la ville d'Ascom, la 5e division de Marines fonça vers le terrain d'aviation. Jour J+3, la région était aux mains des Américains. Les Marines tenaient des positions le long du fleuve Han. Sur le terrain d'aviation de Kimpo, les avions cargo commencèrent à décharger du matériel destiné à Incheon. Le 19 septembre, les soldats de la 7e division d'infanterie arrivèrent à Incheon pour prendre part au combat. Sous la conduite du général David Barr, ils se dirigèrent vers Suwon pour verrouiller la région au sud de Séoul. La 5e occupant les rives de l'An, le 1er régiment se prépara à un assaut sur Yongdungpo. Les raids aériens mirent le feu au faubourg industriel. Yongdungpo brûla durant toute la nuit du 20 septembre. À l'aube du 21, le 1er régiment lança son attaque. Au terme d'une lutte acharnée, la ville fut prise. Le même jour, après plusieurs tentatives infructueuses, une compagnie du 5e régiment traversa victorieusement le fleuve Han. Sur la rive est, sur la côte 121, ils nettoyèrent un nid de résistance. La voie ayant été dégagée, le reste de la 5e division de Marines traversa le fleuve et se prépara à l'attaque de Séoul. Le corps principal de son armée prêt à foncer vers la capitale, MacArthur exprima son espoir que ses troupes s'en emparent le 25, 3 mois après le début de l'attaque nord-coréenne. Le 22 septembre, l'attaque sur la ville commença par un assaut de la 5e Marines sur la région au nord-ouest de Séoul. L'ennemi s'était concentré sur la colline 296 sur la route des Marines. Il fallait les débusquer et les éliminer. Et les chasseurs sillonnèrent la région, inondant les positions ennemies de missiles et de napalm. Et finalement, la poche ennemie céda. Alors que l'avance de la 5e reprenait, la 1re Marine sortit de Yongdongpo et déclencha son attaque sur le centre de Séoul. Quelques jours plus tôt, le 16 septembre, conformément au plan d'invasion du général MacArthur, la 8e armée de Walker avait effectué sa sortie du périmètre de Pusan. Il devait rejoindre le gros des forces alliées sur la ligne Incheon-Séoul à 300 km au nord. L'interminable et difficile défense du périmètre, le départ de la brigade de Marines pour Incheon, affectait sérieusement la capacité d'avance de la 8e. En fait, la plupart des unités de la 8e restaient sur la défensive. Il fallut d'abord dégager les routes, avant que les gros bombardiers de l'Air Force puissent pilonner les positions ennemies. Lorsque la nouvelle du débarquement parcourut la péninsule, les troupes nord-coréennes paniquèrent. De peur d'être prises au piège, elles se retirèrent rapidement.
Tandis que le front ennemi se désintégrait, les soldats de Walker traversèrent le Nakhtong et partirent à l'assaut du Nord. Sur la côte orientale, la 3e division de l'armée sud-coréenne reprit le port de Pohangdong. Se déployant au sud de Séoul, le 7e bataillon de la 32e infanterie traversa le fleuve Han à son tour. Ils ne rencontrèrent pas la moindre résistance. Une fois de l'autre côté, les armées se dirigèrent vers le sud-est de la capitale. L'artillerie des Nations Unies rentra en action, déversant des tonnes d'obus sur la capitale. Des chasseurs décollèrent pour affaiblir les positions que pas moins de 10 000 Nord-Coréens défendaient. L'ennemi se barricada dans des cages souterraines. Quand les soldats atteignirent les faubourgs de la capitale sud-coréenne, il devint clair que les combats imminents seraient acharnés et coûteraient cher. Le 24 septembre, 2 régiments de la 1re division de Marines se précipitèrent dans la capitale durement éprouvée. Dès le début, les troupes nord-coréennes résistaient fanatiquement avec mitrailleuses, mortiers et de petites armes à feu. Le 5e régiment de Marines entra par le nord-ouest, le 1er régiment par la rive fluviale. Au sud-ouest, la 2e division du 32e d'infanterie attaqua avec la 7e sud-coréenne. Au nord, le 7e régiment de Marines fraîchement débarqué enveloppa Séoul pour empêcher un repli sur l'arrière. Les troupes du général Oliver Smith devaient effectuer une percée aussi rapide que possible, quitte à contourner les bastions ennemis trop solides. Les combats pour Séoul se firent rue après rue, maison après maison. À chaque coin des rues se dressait une barricade ennemie. Les francs-tireurs étaient partout. Dans l'épaisse fumée des combats, on croisait les enfants jouant à la guerre avec des armes en bois. La bataille dura jusqu'au 25. Alors que les combats acharnés continuaient, le général Olmond annonça que Séoul était délivrée. Un journaliste déclara « Si cette ville a été libérée, on a dû oublier de prévenir les Nord-Coréens. » Les pertes des Marines étaient énormes. En l'espace de 24 heures, sur une compagnie de 206 hommes, on dénombra 156 tués ou blessés. Le terrain se gagnait mètre après mètre. L'ennemi devait être débusqué de chacune de ses positions. Au-dessus de la capitale, les chasseurs américains affluèrent pour détruire les bastions ennemis, ajoutant leurs cris de tonnerre au râle d'agonie de la capitale dévastée. Les renforts des Nations Unies continuaient de grossir les forces alliées. Sur le terrain d'aviation de Kimpo, le 118e régiment aéroporté arriva pour bousculer les défenses ennemies et se prépara aussitôt au combat. Au sud, la 8e armée continuait de poursuivre les armées nord-coréennes en déroute. Au matin du 27 septembre, après une remontée éclair de la péninsule coréenne, les escadrons avancés de la 1re division de cavalerie établirent le contact avec la 7e division d'infanterie à Bawolsan. La jonction entre les deux groupes était enfin réalisée, prenant des milliers de Nord-Coréens au piège. À Séoul, la défense désespérée des communistes arrivait à son terme. Les dernières poches de résistance furent éliminées. Le 28, la ville en ruine était à nouveau aux mains des forces de l'ONU. Seule une poignée d'envahisseurs réussirent à s'enfuir au nord. La résistance ennemie en Corée du Sud avait virtuellement cessé d'exister. Le 29 septembre, les habitants qui avaient fui retournèrent à Séoul. Le général MacArthur et le président Syngman Rhee entrèrent triomphalement dans la ville.
Au palais présidentiel, au milieu des ruines, l'odeur de mort planant partout, MacArthur rendit sa capitale au président Lee. Le président, ému aux larmes, dit « Nous vous aimons parce que vous êtes le sauveur de notre race ». Quoi que l'avenir pût lui réserver, le débarquement d'Inchon fut une des grandes heures du général. Tandis que les armées alliées poursuivaient l'ennemi au nord, le général MacArthur appela sur les ondes les soldats nord-coréens à déposer les armes. Des avions spécialement équipés diffusaient le message au-dessus des fuyards. On largua également des sauf-conduits pour le nord. Des unités entières se rendirent aux soldats de la 8e armée. Au centre de la Corée, les hommes de Walker quittèrent Yongjongbu vers Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Sur la côte orientale, les armées sud-coréennes franchirent le 38e parallèle et se précipitèrent sur le port de Wonsan. Les troupes américaines avaient reçu la permission de traverser la ligne de démarcation entre le nord et le sud. À l'origine, seules les armées sud-coréennes étaient autorisées à franchir le 38e parallèle. Mais George Marshall, le nouveau secrétaire à la Défense, pressa le général MacArthur de poursuivre son avance en Corée du Nord. Le général déclara « Le terrain des opérations militaires s'étend à la Corée tout entière ». Par respect pour l'immense popularité dont jouissait MacArthur après Inchon, l'état-major n'émit qu'une simple réserve, que les nécessités militaires dictent la suite des opérations. Dans une atmosphère de grande controverse, MacArthur envoya ses troupes de l'autre côté de la frontière pour préparer une attaque amphibie des côtes orientales. Résignés à détruire les forces ennemies, beaucoup trouvèrent que cela revenait à abattre un ennemi à terre. Mais personne n'osa critiquer ouvertement le jugement du général. Tandis que les troupes sud-coréennes remontaient les côtes orientales, les soldats américains poussaient au nord, cherchant le contact avec les troupes ennemies. Sous un pilonnage constant, la situation de Pyongyang était désespérée. Après avoir exhorté ses hommes de combattre jusqu'à la mort, Kim Il-sung s'envola plus au nord. Soutenus par les canons de marine, les troupes sud-coréennes entrèrent dans le port de Wosan le 10 octobre. 5 jours plus tard, le président Truman alla rencontrer le général MacArthur sur l'île de Wake. Les deux hommes avaient des vues très différentes sur la conduite de la guerre. Une atmosphère plutôt fraîche baignait l'entretien. Truman craignait que les armées chinoises n'entrent en guerre pour soutenir les Nord-Coréens. MacArthur doutait fortement que les Chinois n'interviennent jamais dans le conflit. Optimiste, il prédit que la guerre serait terminée pour la fin novembre. Au sud de Pyongyang, les hommes de la 8e armée approchèrent de la capitale. Rien ne semblait pouvoir les empêcher de remonter jusqu'à la frontière chinoise. Là-bas, 10 000 soldats chinois traversaient déjà la Mandchourie pour aider la Corée du Nord. Après la brillante victoire d'Inchon et l'effondrement de l'armée nord-coréenne, les Nations Unies ne voulaient plus se contenter de repousser l'assaillant. Le nouvel objectif était désormais la réunification des deux Corées sous un gouvernement démocratique. Telle était la stratégie de MacArthur. Poursuivre jusqu'au contrefort de la Mandchourie, détruire l'armée nord-coréenne et mettre fin à la guerre. Certains avancèrent qu'il ne fallait pas porter le conflit au nord du 38e parallèle, qu'une Corée unifiée serait une menace pour la Chine. Ils craignaient que Zhou Enlai ne réagisse, ne tolérant pas que les troupes des Nations Unies atteignent les contreforts de la Mandchourie. Mais les services secrets de MacArthur à Tokyo ignorèrent complètement cette menace. Dans un rapport fin septembre, il déclarait n'avoir enregistré aucune manœuvre militaire soviétique ou chinoise vers la Corée du Nord.
Le fossé creusé par les différences de vue sur la conduite de la guerre s'approfondit encore. MacArthur d'un côté, le président Truman et son état-major de l'autre. Mais l'écrasante victoire d'Inchon, en dépit des prévisions, avait conféré à MacArthur une aura d'infaillibilité. Mu par sa haine viscérale du communisme, qu'il avait combattu toute sa vie, il poussa ses troupes au nord, se préparant à transporter l'armée entière dans les monts gelés et interdits du fin fond de la Corée. Conduite par la première division de cavalerie, la 8e armée attaqua Pyongyang. Avec moins de 8000 défenseurs, la ville était condamnée. Même si avant son départ, Kim Il-sung avait ordonné que les déserteurs soient fusillés sur place, rien ne pouvait empêcher l'issue fatale. La première division de cavalerie attaqua au sud. Les troupes sud-coréennes attaquèrent au sud-est. Les soldats britanniques de la 27e brigade entrèrent en action. Le 19 octobre, après 2 journées de résistance désespérée, Pyongyang tomba. Le général MacArthur établit une nouvelle ligne reliant les villes de Sonchan sur la côte ouest à Pyongyang au nord-ouest, passant par le réservoir de Chosun, jusqu'à la côte orientale. Une ligne qui suivait grossièrement le tracé de la frontière de la Mandchourie, soit 10 km plus bas. Les renforts continuent d'affluer au QG des Nations Unies. Divers bataillons provenant des Philippines ou d'Australie. La 3e division américaine fut intégrée dans la 8e armée. Il fut rejoint par une section d'assaut turque. Le général Charles Willoughby, dirigeant le service de renseignement de MacArthur, annonça que toute résistance nord-coréenne à grande échelle avait cessé. Seules des actions isolées peuvent subsister, déclara-t-il. Tout le long du front des Nations Unies, les Nord-Coréens commencèrent à se rendre en masse. Le long du 38e parallèle, les forces du général Walker investirent les collines afin de nettoyer les dernières poches de résistance nord-coréennes. Finalement, toutes furent maîtrisées. Dans un cimetière près d'Incheon, où les attendait un navire en partance pour Wonsan, les hommes de la première division de Marines se joignirent aux armées sud-coréennes pour rendre un dernier hommage à leurs camarades tombés au combat. Au même moment, à la suite d'un rapport faisant état de sévices infligés aux prisonniers américains, un bataillon de parachutistes fut largué à 50 km au nord de Pyongyang pour fouiller les environs. Le général MacArthur observa l'opération. Attendant de pouvoir se lancer à la poursuite des restes de l'armée nord-coréenne, des bâtiments transportant la première division de Marines croisaient au large de Wonsan. Tout le port avait été miné. L'opération de déminage avait pour nom de code Opération Yo-Yo. Doublant l'affront d'un préjudice physique, une épidémie de dysenterie s'abattit sur le transport de troupes. Ayant été tenus à l'écart des combats pendant plusieurs semaines, pleines de frustration, les Marines finirent par débarquer le 26 octobre. Bien qu'affaiblis, ils étaient fin prêts pour l'action. La première division de Marines quitta Wonsan et partit vers le fin fond de la Corée. Le temps changeait rapidement. Les soldats firent bientôt connaissance avec la rigueur de l'hiver nord-coréen. La 7e division du général Barr débarqua à 300 km plus au nord, dans le port d'Iwon, récemment tombé aux mains des Alliés. Le général MacArthur critiqua sévèrement la lenteur des opérations. Avec l'ordre de rallier la frontière de la Mandchourie au plus vite, l'armée quitta Iwon. Même si elle se déplaçait vers le nord, la 3e division ne devrait pas rester en Corée. On allait entièrement l'évacuer. Des navires de matériel à destination de Busan avaient été déroutés vers le Japon. On se préparait pour le défilé de la victoire à Tokyo. Tout le monde éprouvait ce même optimisme. On va rentrer chez nous. Washington considérait avec le plus grand intérêt les difficultés que rencontraient dans les montagnes ces deux grandes armées.
Les pics culminant à 2500 mètres interdisaient toute communication entre les deux commandements. En cas de problème, un groupe ne pouvait pas se porter au secours de l'autre. Malgré le danger évident qu'il encourait, MacArthur envoya ses troupes à l'assaut des montagnes. La 8e armée avançait sur la côte occidentale de la Corée du Nord, tandis que les Marines de Smith s'engageaient dans les montagnes tortueuses sur la côte est vers Yudanni. La 7e division de Barr avança vers la rive droite du réservoir de Chosin, dans la direction de Yangsangjin. Le 25 octobre, la 8e armée fut interrompue par une violente attaque contre la 1re et la 6e division sud-coréenne. Après plusieurs jours de combats acharnés, ils durent se replier sur le fleuve Changchon. Puis, le 29 octobre, des unités de la 7e division du général Barr durent également subir l'assaut des troupes communistes cachées autour du réservoir de Chosin. Au cours de ces actions, les premiers soldats chinois furent capturés. Ils dirent que leurs troupes se trouvaient déjà en grand nombre en Corée du Nord. Mais les services secrets du général MacArthur à Tokyo continuaient à nier cette allégation. Son flanc droit affaibli par le départ des troupes coréennes, craignant d'être coincé, le général Walker commença à faire retraite. La percée de la 8e armée, qui durait depuis 2 mois, était terminée. Le 1er novembre, dans la région de Sundong, le 7e régiment de Marines rencontra à son tour les troupes chinoises. Les positions ennemies dans les montagnes étaient solides et soutenues par l'aviation. L'avance fut stoppée net, mais les combats continuèrent. Les chasseurs américains empêchèrent toute percée ennemie. Le jour suivant, tandis que les Marines épuisés escaladaient la montagne vers Kotori, les Chinois cessèrent brusquement les combats. Sur toute la longueur du front, un silence épais s'abattit. Comme si l'attaque chinoise n'avait été qu'une mise en garde de ne pas s'approcher des rives du Yalu. Pourquoi avait-il disparu si mystérieusement? Et pour combien de temps? Le 4e jeudi de novembre 1950, les armes s'étaient tues depuis 2 semaines. Dans 24 heures, ce serait fini. La longue offensive des Nations Unies qui, avait dit MacArthur, mettrait fin à la guerre. À la demande du général, des bombardiers américains B-29 bombardèrent les ponts frontaliers sur le fleuve Yalu, dans le but d'empêcher toute nouvelle incursion de troupes chinoises en Corée du Nord. Les MiG-15 attaquèrent les avions des Nations Unies, avant de repartir au-dessus de la Mandchourie. On refusa aux pilotes des Nations Unies de les poursuivre, l'administration étant déterminée à limiter le conflit au territoire de la Corée. Le 24 novembre, le général MacArthur se rendit sur le front pour suivre le début de son offensive. Dites de ma part aux garçons que quand ils auront atteint le Yalu, ils pourront rentrer chez eux, dit-il. Pendant qu'il faisait cette déclaration, Washington désirait qu'on ne franchisse pas la frontière pour que les Chinois ne sentent pas la Mandchourie menacée. Mais ni Truman ni son état-major ne souhaitaient heurter de front le commandant en chef si déterminé des forces de l'ONU. À Nsanyin, où les troupes de la 7e division avaient pris position le long du fleuve Yalu, le général de brigade Edward Almond vint poser pour les photos de la victoire. Le moment fut soigneusement noté par les Chinois. À l'ouest, la 8e armée tenait un front de 100 km allant de Taichung à Anshon en passant par Ulsan. À l'est, la 1re division de Marines occupait des positions sur la route principale de ravitaillement allant de Chinchunni jusqu'à Yudanni, sur la rive ouest du réservoir de Chosin. La 7e division tenait la rive orientale du réservoir. Le décor était posé. La 8e armée se mit en route vers le Yalu.
Le général Walker envoya un message enjoué au colonel commandant l'expédition. « Dites à Stephen que dès qu'il sentira une odeur de cuisine chinoise, qu'il s'arrête. » Les troupes de Walker partirent prudemment. Mais après 24 heures sans l'ombre d'un Chinois, le moral commença à remonter. Puis, des hauteurs entourant la colonne, les Chinois à couvert attaquèrent. Il était évident qu'une forte concentration de Chinois était dissimulée dans la montagne. Les combats furent intenses. Les hommes de Walker furent repoussés et durent retraverser le Changchun. Un bataillon de la 2e division américaine avança pour contenir une contre-offensive pour que la 8e armée puisse se replier à Hongponghan. Au cours des violents combats qui suivirent, ils subirent d'énormes pertes. Des milliers de réfugiés nord-coréens encombraient la route menant au sud. Vieillards, femmes, enfants, tous emportant avec eux leurs rares possessions, mêlées aux tanks et aux camions des soldats de Walker qui se repliaient. Tout au long du chemin de la retraite, des scènes de désespoir à briser le cœur se répétaient, encore et encore. De son côté, le 5e et le 7e régiment, devançant la 1re division de Marines, s'apprêtaient à lancer son offensive. Le général Smith, voyant ses troupes s'avancer pendant 80 km le long de routes étroites difficiles à défendre, trouvait sa division bien vulnérable. Au matin du 27 novembre, le 2e bataillon du 5e régiment du colonel Ray Morris monta vers Udamni. Le vent glacial descendant de Mandchourie pétrifiait les Marines qui devaient avancer par des températures de -30. Ils n'avaient pas parcouru 2 kilomètres qu'un feu nourri les accueillit des collines avoisinantes. La progression s'arrêta. Une importante concentration de Chinois leur bloquait le passage. Matin du 28 novembre. Après avoir subi tout au long de la nuit des assauts meurtriers, les Marines découvrirent que la route derrière eux était coupée. La colonne était prise au piège. Sur l'autre rive du réservoir de Chosin, des unités de la 7e division du général Barr étaient également attaquées. Un groupe de 1053 soldats combattirent vaillamment pour se dégager. Seuls 181 parvinrent à s'en sortir. Il était désormais clair qu'une puissante armée chinoise avait passé la frontière. La 8e armée en retraite était confrontée aux 180 000 soldats chinois. Dans la région de Chosin se trouvaient les 125 000 hommes de la 9e armée dirigée par le général Zhang Sholi. La tactique adoptée par les Chinois était de séparer les deux armées des Nations Unies et de les prendre au piège en les repoussant vers l'Est et l'Ouest. Un corps expéditionnaire de 1000 soldats britanniques et américains, sous la conduite du colonel Douglas Dreisner, partit pour Kotori. Ils espéraient pouvoir dégager les Marines. Plus de 30% furent perdus dans les collines glacées. À Agaru, à 20 km en dessous de Udamni, les Marines du général Smith attendaient l'inévitable attaque chinoise. Elle éclata avec violence dans la nuit du 28. Les assiégés se défendirent avec cran. Des avions cargo commencèrent à ravitailler les soldats encerclés. La nouvelle secoua le pays tout entier. Pour la première fois, on mettait ouvertement en question la stratégie militaire du général MacArthur. Alors que les Marines tenaient les positions clés de Udamni, Agaru, Kotori et Chingchungni, les Chinois coupaient la route principale en plusieurs endroits. Il n'y avait qu'une seule issue possible, retirer toutes les troupes des Nations Unies et se replier sur le port de Hungnam, 125 km au sud.
Le 6 décembre à 6 heures du matin, suivis par une colonne de réfugiés à demi gelés, les Marines de la première division pris au piège entamèrent leur longue marche vers la liberté. Au-dessus de leur tête, les avions américains harcelaient les Chinois cachés dans les collines. Comme on lui demandait l'effet que lui causait cette retraite, le général Smith rugit. « Qui vous parle de retraite? Nous avançons simplement dans une autre direction. » Isolée par l'armée chinoise, parfaitement invisible sur les collines recouvertes de neige, la première division de Marines poursuivait son exode. La colonne devait s'arrêter fréquemment pour que des patrouilles de reconnaissance puissent nettoyer les positions ennemies. Les survivants de la compagnie Fox tinrent la passe de Tang Tong pendant que l'armée se repliait. Ils furent relevés après avoir subi d'énormes pertes. Le climat était terrible. À 30 degrés en dessous de zéro, la transpiration se transformait en glace dans les souliers. Des centaines furent atteints d'engelures. Les plus gravement touchés rejoignaient les blessés sur les camions. Le sang gelait avant d'avoir eu le temps de coaguler. Les doses de morphine gelaient à l'intérieur des seringues. La moindre chose devait être réchauffée pendant des heures avant d'être utilisable. Au-dessus du convoi, les avions de l'US Navy, guidés par radio depuis le sol, mitraillaient les positions chinoises au jugé. Les avions cargo déversaient ravitaillement et munitions à flot continu. Le 3 décembre, en fin d'après-midi, après avoir combattu avec l'ennemi sur chaque colline, les 2 régiments de Marines arrivèrent à Hagaru. Les blessés les plus graves furent immédiatement évacués par avion au milieu d'une vraie tempête. Les autres se reposèrent, un bref instant seulement. Ce qui ne pouvait être emporté fut détruit. Le campement fut démoli, juste avant le départ. Le 6 décembre de bonne heure, rejoint par l'unité défendant Hagaru, l'interminable colonne reprit sa route vers le sud. Craignant à chaque virage de la route sinueuse de tomber sur le gros des forces ennemies. Des soldats chinois, gelés et à bout de force, commencèrent à se rendre aux Américains. Ils étaient souvent dans un état encore plus critique que les Marines. Le 7 décembre au matin, la colonne établit enfin le contact avec le gros du 1er régiment au-dessus de la ville de Kotori. Quelques heures plus tard, une longue file de 10 000 hommes et d'un millier de véhicules fit son entrée dans ce village de montagne. La piste d'aviation étant trop courte pour permettre à des transports de troupes de se poser, on utilisa des appareils de reconnaissance et toutes sortes de petits avions pour évacuer morts et blessés. Plus de 600 hommes quittèrent Kotori de cette façon. Les hommes étaient épuisés, les conditions climatiques les avaient fortement marqués. Après avoir contenu d'incessants assauts chinois contre le village, la longue colonne se remit en branle en direction de Chingchungni, 15 km au sud. Ils rencontrèrent bientôt un obstacle inattendu. Un pont crucial avait été détruit. Une faille de 10 mètres de long sur l'étroite route de montagne. Aucune autre issue n'était possible. La route vers la délivrance était coupée. Les ingénieurs militaires trouvèrent rapidement une solution. 8 traverses métalliques furent larguées au-dessus du pont, soutenues par des parachutes spéciaux. Elles furent aussitôt assemblées. Quelques heures plus tard, la progression pouvait reprendre. On rencontra de nombreux Chinois, grièvement brûlés par le froid, incapables de combattre. Ils rejoignirent les rangs de la colonne hétéroclite. Ainsi qu'ils le faisaient depuis le début de la marche, les mécaniciens opérant sous la neige et un froid glacial luttaient pour maintenir en état les avions qui assuraient la protection du convoi. Enfin, un matin de décembre, la colonne épuisée arrivait à Chingchungni. Leur longue marche depuis le réservoir de Chosin était à moitié